D'abord, on sait qu'il y a eu un peuplement gallo-romain, ou au moins une fréquentation, depuis la fin du XIXe siècle. Avec Hannes Chantre, c'est le premier qui a repéré tuiles et quelques céramiques. Mais on ne savait pas si c'était une installation pérenne, continue, ou simplement une fréquentation temporaire. Il a fallu pratiquement 100 ans pour déterminer que c'était un peuplement pérenne sur plusieurs siècles. Et ce, grâce à des prospections qui ont été menées depuis la base archéologique de Coltières. Il faut savoir qu'à Coltières, l'optique était assez large. Il y avait la fouille médiévale, mais en même temps, il y avait le projet de reconstituer une histoire du peuplement autour du lac. L'étude des sédiments, qui donne des informations sur le paléoclimat. Donc on sait qu'à partir du 1er siècle, une période relativement sèche, et ça permet aussi de déterminer le niveau du lac qui était à peu près de moins 2 mètres par rapport à la côte habituelle. Et puis ces études de sédiments donnent d'autres informations sur le paléo-environnement qui permet de déterminer la flore qui était sur les versants et donc de mesurer en quelque sorte chronologiquement les avancées et les reculs du couvert forestier et d'observer par les pollens notamment les espèces d'arbres ou d'arbustes. Alors, par exemple, on sait que quand disparaît le charme, par exemple, et qu'apparaît le châtaignier, on est dans l'exploitation. Et quand apparaît le genévrier, Juniperus, eh bien, on est dans du pastoralisme. Même une étude a essayé de montrer que probablement c'était surtout des bovins. Donc, on a une exploitation des versants dès le second âge du fer. Et en fait, la période gallo-romaine, donc au 1er siècle de notre ère, est dans la continuité de cet âge du fer, mais beaucoup moins intense et déjà en réduction. À l'autre bout de la chaîne, au 4e siècle, on n'a plus rien en gallo-romain. Et là, par contre, on a de nouveau une grosse exploitation des versants sans traces archéologiques. Donc, je résume. Avant la période gallo-romaine, une exploitation des versants, mais aucune trace archéologique, vraiment très peu. Et puis à l'autre bout, au 4e siècle, il n'y a pas eu de renouvellement de la céramique, et donc la population est partie, etc. On ne sait pas. Il y a eu de nouveau une reprise dans le 6e siècle, ce qu'on appelle l'optimum climatique, et le très haut Moyen-Âge. Et puis, il y a eu une rupture, et quand les médiévaux de l'an 1000 sont arrivés, le lac était probablement relativement désert. Ça ne veut pas dire qu'il y ait des fréquentations, la pêche par exemple, mais il n'y a plus d'habitat avéré, en tout cas archéologiquement. Il se trouve que sur la zone du lac, donc qui est un doigt glaciaire en quelque sorte, et sur les vallées qui sont limitrophes, qui sont aussi des vallées glaciaires, donc la vallée de la Bourbre, qui est à l'ouest, et puis vers le Val d'Hénan à l'est, et si on part de Charancieux en haut, dans la Borène, à Charaville en bas, voilà, on a une trentaine de sites gallo-romains, quelquefois très petits, quelques bouts de tuiles, très petites choses, mais une trentaine. Et sur la trentaine, une douzaine sont autour du lac. Donc le lac est attractif par rapport à l'ensemble, on va dire. C'est un peuplement qui est disséminé par petites unités, donc une douzaine de sites sur la zone littorale du lac. C'est un faible peuplement, difficile à estimer évidemment, parce que si on sait qu'il y a une exploitation des versants, les sédiments ont été trouvés dans le lac, c'est écoulé avec évidemment les pluies, etc. Mais on ne sait pas d'où précisément ça vient autour. Ce sont des installations qui ne sont pas lacustres au sens, c'est pas des pilotis, c'est pas des palafites, ça serait plutôt, on sait maintenant à partir d'un site que ça serait plutôt au-dessus du lac, c'est-à-dire en gros où il y a les premières habitations aujourd'hui, pour donner une idée. Donc ce qu'on trouve dans l'eau, c'est ce qui est tombé, ce qui était jeté, ce qui est perdu, ce qu'on ne sait pas trop. Sur la population elle-même, c'est-à-dire les gens, ce qu'on peut savoir, alors au vu de ce qu'on trouve, les tuiles, les céramiques, évidemment, on est dans le monde gallo-romain, et donc on trouve ce qu'on trouve partout. Des bouts d'amphores,
de la céramique sigillée, de la céramique commune, etc. Bon, c'est un site, voilà, il n'y a rien de particulier. Ces traces de romanité, on va dire, faussent un peu le jeu, parce qu'en bas bruit, derrière, on s'aperçoit qu'il y a des traces de vie à l'Aubroche, gauloise, celtique encore. Alors, il y a une présence gauloise comme ça, mais on le voit aussi par le dieu Sucellus, qui est un dieu typiquement gaulois, par la céramique gauloise, la céramique sombre, micacée, dite à l'Aubroche. Sur cette population, les gens en question, on a malgré tout, et alors c'est très ténu, on est bien d'accord, c'est un bruit de fond, et on sent que l'outillage est gallo-romain parce que c'est comme ça, et parce que les outillages gaulois étaient beaucoup en bois, parce que, etc. Et en fait, on a un fond culturel encore gaulois très probablement. L'abandon des sites, donc on le remarque au IVe siècle, on a je crois, une céramique, on n'a plus rien, il n'y a pas de renouvellement de céramique. Et par conséquent, on estime qu'il y a eu un abandon. Alors, pourquoi? Il y a effectivement des données climatiques, parce que quand on a une période relativement sèche, il y a quand même des moments pluvieux, mais il y a eu dès le IIIe siècle des montées des eaux du Rhône, etc. On sait qu'il y a eu ça. Et un autre facteur, sans doute, c'est les premières invasions alémaniques, mais ce n'était pas une zone de choc. Bon. Il y a l'anarchie militaire qui est à partir de 230 jusque dans les années 280, c'est l'anarchie militaire, 30 empereurs en 50 ans. Quoi. Donc il y a une instabilité politique très marquée avec des passages militaires, puisque les grandes voies de Gaule et Italie passent à une douzaine de kilomètres du lac. Et puis il y a une crise économique qui est due au fait que c'était une économie issue de la colonisation, qui elle-même était issue de la conquête de 120 avant Jésus-Christ. Et il y a une crise économique de ce modèle de colonisation, sans doute, et arrivent là-dessus les réformes de Dioclétien, réformes foncières et financières, qui en ajoutent encore. La production et les richesses se sont concentrées ailleurs, vers Sermorin, par exemple, près de Voiron, où là, il y a une immense villa qui va devenir d'ailleurs un comté ultérieurement, au Moyen-Âge. Il y en a une à Chélieu aussi. Et puis, il y en a eu le long du Rhône, au nord. Et la production s'est concentrée autour de ces grands domaines. Et puis, les médiévaux arrivent. Ils avaient sous les yeux les sites gallo-romains, parce qu'ils ont prélevé un certain nombre de choses, des tuiles en particulier, des fragments de tuiles, et peut-être d'autres choses. Et donc, ils avaient ces sites sous les yeux. C'est une chose qu'on a du mal à imaginer parce que les habitats néolithiques, médiévaux et gallo-romains entre les deux ne correspondent absolument pas aux mêmes endroits dans le lac. Ils ne se superposent pas. Et donc correspondent à des motivations différentes et probablement à des climats et à des niveaux bathymétriques du lac différents.